Merci en tout cas à tous pour votre présence à ce webinaire. Je suis très heureux d'avoir l'équipe PMP présent parmi nous aujourd'hui. Ils vont dérouler une étude de cas qui tombe généralement en entretien et du coup, vous pourrez poser toutes vos questions sur ce cas. Et ils vont aussi présenter le cabinet, les principales missions, ainsi que les process de recrutement dans une petite session Q&A à la fin. Avant de leur donner la parole, je représente rapidement Training You et le cadre global de ce webinaire. Je m'appelle Guillaume Pommier, je suis un ancien étudiant de Sciences Po Strasbourg et de l'ESSEC. Après, j'ai commencé ma carrière en banque d'affaires. J'ai travaillé pendant 3 ans dans la banque Lazare, où j'étais dans une équipe sectorisée TMT. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un décalage entre ce que j'avais appris dans mes cours à l'école, assez théorique, et puis ce à quoi j'ai été confronté en tant que candidat dans mes entretiens et ce à quoi j'ai été confronté quand j'étais recruteur et que je faisais passer des entretiens. Et très clairement, Training You, que j'ai lancé en 2019 avec Young Tae-gwan, que j'ai connu chez Lazare, a pour objectif de combler en fait ce décalage entre les cours de l'école et les exigences des process de recrutement dans différents domaines. On a commencé avec la finance et on est maintenant aussi présent dans le domaine du conseil en stratégie, d'où le webinaire d'aujourd'hui. Quelques chiffres sur nous. On a déjà formé plus de 4000 étudiants depuis 2019, principalement sur notre plateforme en ligne que certains d'entre vous connaissent, j'en suis sûr, où vous pouvez retrouver en fait beaucoup de contenu qui vous aide à préparer vos process de recrutement. On a aussi une trentaine de partenaires avec des écoles, avec des assos étudiantes. Donc, je remercie nos partenaires écoles et assos qui sont sur ce webinaire aujourd'hui. Et vous avez ici quelques références d'entreprises dans lesquelles nos étudiants ont déjà trouvé des stages ou des CDI. Voilà, je suis très heureux d'accueillir Hélène, Alexandre et Raphaël aujourd'hui qui constituent l'équipe PMP. Je leur laisse la parole. Je vous remercie au nom de toute l'équipe Training You pour votre temps, pour votre disponibilité et pour cette intervention aujourd'hui. Merci à vous et je vous donne la parole. Merci Guillaume. Alors, on va peut-être partager notre écran. Normalement, vous pouvez le faire, je pense. Dites-moi si c'est… OK, parfait. Ouais. Yes, parfait. Alors peut-être juste pour démarrer, on voulait se présenter rapidement donc avec Alexandre. Donc on est tous les deux managers chez PMP. Donc Hélène, moi j'ai démarré chez PMP il y a un peu plus de 4 ans maintenant. J'ai rejoint le cabinet après une école de commerce. C'était ma première expérience après l'école. Donc je suis arrivée en tant que consultante junior. Et on y reviendra peut-être par la suite dans les questions, mais j'ai eu l'occasion de travailler dans différents pôles sur pas mal de sujets chez PMP. Et aujourd'hui, je suis rattachée à la practice plutôt axée sur le digital avec un volet sur la partie culture. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Alexandre. Comme Hélène fait une école de commerce, Hélène a fait le SCP, moi, j'ai fait l'EDEC et la LSI. Pareil, j'ai rejoint PMP post-école, d'abord en stage, puis consultant, senior jusqu'à manager. Donc, ça fait maintenant 5 ans que je suis chez PMP. En termes de pôle, donc on va rentrer dans les détails, mais effectivement, comme Hélène, je suis intervenu sur plusieurs secteurs d'activité, plusieurs pôles d'expertise, donc pas mal dans les télécoms et les médias, dans le digital également, puisqu'on fait partie de cette équipe axée sur les problématiques du digital, et avec une dimension importante sur les industries culturelles et de divertissement. Donc assez varié au final. En termes… Je pense que je peux… Alors, pour aujourd'hui, on a un peu moins d'une heure ensemble, jusqu'à 13h15. Ce qu'on voulait faire, du coup, c'est vous présenter rapidement PMP pour ceux qui ne connaissent pas, avec un focus sur la pratique digitale et le type de sujet qu'on peut aborder au sein de ce pôle. Donc, voilà, et qui est en lien avec le business case qu'on va aborder. Un business case qui sera donc sur une mission qu'on a effectivement menée chez PMP et qui a un cas qui est effectivement donné en entretien par certains managers du pôle, qui est sur Decathlon et sur un sujet de marketplace. Donc, on voulait passer une trentaine de minutes là-dessus pour aborder un peu les questions clés de ce cas et se garder 15 minutes plutôt de questions-réponses à la fin où vous pourrez aborder les questions sur tout et n'importe quoi, soit sur nous, le process de recrutement PMP, le cas, et se garder ce temps
à la fin. On a aussi Raphaël avec nous, je ne sais pas si tu peux te présenter aussi avant qu'on aborde. Bonjour, moi j'accompagne le cabinet depuis maintenant 6 ans sur le volet recrutement. Et du coup, l'ensemble des actions qu'on peut mettre en œuvre pour faire connaître le cabinet auprès des écoles. Merci beaucoup. Alors, du coup, si on démarre, donc sur PMP, pour peut-être, Alexandre, avant de démarrer, peut-être si vous pouvez mettre en plein écran l'affichage, je pense, parce que là, on a les deux diapos, si c'est possible de votre côté. OK. Normalement, vous êtes dans paramètres d'affichage. Je ne sais pas si vous avez aussi ça, vous, dans l'audience. Sinon, ce n'est pas très grave, hein. Mais je pense paramètres d'affichage et après, vous basculez en mode présentateur. Voilà. C'est bon? Voilà. OK, super. Je vous laisse. Merci à tous. Merci. Donc, sur la présentation du cabinet, donc PMP, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui a presque 20 ans d'existence, qui a été créé il y a près de 20 ans. C'est un cabinet français qui a été créé à Paris. Il y avait entre 5 et 10 associés au départ. Aujourd'hui, on a une quinzaine d'associés. Donc, au fur et à mesure des années, on a différents bureaux qui sont ouverts. Donc là, on a une grosse partie des équipes qui sont à Paris. On a différents bureaux qui ont été ouverts d'abord à Bruxelles, au Maroc, au Canada, donc à Montréal. Et plus récemment, on a ouvert également un bureau à Londres. En tout, on est donc entre 100 et 150 consultants. Ça varie, on recrute assez fortement en ce moment. Et donc, ils sont répartis sur ces différents bureaux avec un petit peu plus de monde à Paris et des équipes dans les différentes antennes. On a également un data lab, donc c'est une équipe de data analysts, data scientists qui sont une petite dizaine et qui viennent également en support des missions conseil en stratégie sur les problématiques de data. On est organisé autour de différents pôles d'activité en fonction des secteurs et des expertises. Donc là, vous avez les cinq principaux pôles d'activité. Il faut savoir que PMP s'est construit sur le secteur des télécoms, donc, historiquement en accompagnant des secteurs qui n'existent plus, type Numérica ou Nous, qui ont été rachetés par les principaux opérateurs de télécoms. Mais donc, on a encore une grosse partie de l'activité, environ 40% du chiffre d'affaires, qui se fait dans le secteur des télécoms et des médias. Donc, sur cette partie-là, on va aborder des problématiques à la fois très infrastructures, donc sur les réseaux télécoms, etc., et très B2C, donc à la fois sur les réseaux fixes et réseaux mobiles, portables, fixes, la box, etc., auprès des opérateurs, auprès des towercos, donc des acteurs d'infrastructure, et auprès des fonds d'investissement, puisqu'on a une activité au sein du pôle télécom assez riche de due diligence, c'est-à-dire de M&A, donc d'intervention sur des deals, soit côté vendeur et côté acheteur. Donc sur les autres pôles d'activité, on a un pôle dédié à l'énergie, on a un pôle qui est assez dédié au transport, aux nouvelles mobilités, aux problématiques du tourisme. C'est notamment dans ce pôle qu'on aborde aussi toutes les problématiques du MaaS, donc c'est mobilité as a service, donc toutes les nouvelles mobilités, une nouvelle façon d'appréhender ces nouveaux usages. On a tout un pôle dédié plutôt au retail, à la distribution, à la grande distribution et au luxe. Donc, on va parler de notamment un cas dans le retail juste après, donc tout ce qui est problématique beaucoup lié au digital, beaucoup lié à la stratégie omnicanal et ce genre de problématiques, très vite aussi. Et un pôle institution financière, donc là, c'est tout ce qui va être banque et compagnie d'assurance. Ça, c'est les principaux secteurs d'activité. Il faut savoir qu'on a aussi un pôle dédié au conseil auprès des directions financières, donc qui est moins sectorisé, mais qui sont des expertises en tant que telles, notamment tout ce qui va être pilotage de la performance, transformation des directions financières. Donc ça, c'est un autre pôle qui est également dédié à cela. Et au sein du pôle retail, etc., dont on parlait avant, on a une expertise assez forte autour du digital et de la stratégie omnicanal. Voilà dans les grandes lignes PMP. Peut-être juste quelques points d'attention sur PMP. Hélène, je te laisserai du coup compléter. Mais un des points importants, c'est que cette sectorisation, elle n'est pas obligatoirement valable dans d'autres cabinets dès les premières années en tant que consultant junior. Donc ça, c'est une spécificité de PMP qui est assez importante, c'est-à-dire qu'on est rattaché dès les premières années, dès notre arrivée, même en tant que stagiaire,
a un pôle. Donc, parmi ceux-là, donc, soit en termes de secteur de practice, parmi ces différents pôles. L'enjeu n'est pas tant de se cloisonner à un seul sujet ou autre. L'enjeu est plutôt de assez rapidement appréhender, gagner en expertise sur nos sujets de prédilection. Et donc, ça permet de rapidement se spécialiser, de rapidement gagner en expertise et de pouvoir progresser un petit peu plus vite sur ces sujets, plutôt que d'être dans un pool de consultants juniors où on peut intervenir à la fois sur un tout n'importe quoi. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va intervenir que sur notre secteur d'activité. En tant que consultant junior, on va par exemple être rattaché au pôle télécom et donc plutôt travailler sur des sujets télécom et aller travailler dans d'autres pôles sur certaines missions, sur un sujet énergie, sur un sujet retail, soit en fonction de nous, notre appétence à aller voir ce qui se passe un petit peu dans notre pôle, soit en fonction des besoins et des critères de staffing. Mais on est quand même rattaché à un pôle et donc on va participer au développement et aux différents sujets qui sont traités au sein de notre pôle. Peut-être si tu as d'autres éléments. Merci. Je pense que l'essentiel a été dit sur les spécificités. Peut-être de votre point de vue ou du point de vue pour les consultants juniors potentiels qui nous rejoindraient. Donc, le point important, il y a ce point de l'expertise qu'on retrouve à la fois dans le positionnement et dans la manière de gérer les équipes, puisqu'il y a cette spécialisation qui peut être faite dès qu'on est junior. Un autre point à retenir, peut-être dans l'approche et aussi sur les missions pour les équipes, c'est la forte proximité client. On intervient sur des sujets strat, sur des sujets amont, mais toujours en travaillant de manière très proche avec les clients. Et puis, par ailleurs, les équipes ont une très forte exposition client dès le début. C'est-à-dire, quand vous êtes junior, vous ne travaillez pas juste en chambre, vous êtes vraiment chez client, on vous encourage à être assez autonome, à prendre le lead avec le client. Le fonctionnement par équipe, par pôle, c'est aussi un point important puisqu'il y a une attention au développement, à la trajectoire des consultants qui est associée à ce fonctionnement. Vous êtes vraiment intégré à une équipe avec des managers, des associés référents. Et puis, par ailleurs, un dernier point peut-être à souligner, c'est le fait que, bon, évidemment, c'est un cabinet de conseil, donc il y a des grades, une forme de hiérarchie sur les missions en interne, mais tous les grades sont assez accessibles. Les associés sont très accessibles, les directeurs associés également, que ce soit d'ailleurs sur les missions, pour aller solliciter une expertise ou dans la vie du cabinet. Alors, peut-être, comme le disait Alexandre, on voulait ensuite faire un petit focus juste sur la partie digitale, donc sur une de nos practices, puisque le cas qu'on verra ensemble ensuite est un cas justement digital. Donc là-dessus, en fait, on intervient finalement sur la stratégie et la transformation digitale auprès d'acteurs dans beaucoup de secteurs, avec un axe fort sur le retail. L'idée finalement, c'est d'intervenir de bout en bout pour que le digital serve au mieux la stratégie de l'entreprise. Donc la première expertise qu'on aura là-dessus, c'est sur la stratégie digitale omnicanal. Là, l'idée, c'est vraiment de définir une stratégie digitale qui s'intègre au mieux dans les objectifs stratégiques de l'entreprise. Ce qu'on va faire comme type de mission et comme activité là-dessus, c'est des analyses internes, externes, la construction de la vision stratégique et puis derrière les plans d'action et les roadmaps pour le client. Et puis ensuite, on intervient sur d'autres volets. On va intervenir sur la transformation digitale. Donc là, l'idée, c'est de se dire comment on met en place une organisation agile qui répondent au mieux aux objectifs stratégiques. On va faire aussi des diagnostics un peu flash 360 sur la partie e-commerce. On intervient aussi sur les sujets de valorisation de la data, à la fois interne et externe. Comment on met tout en œuvre pour que la data serve au mieux la stratégie digitale et plus globalement de l'entreprise. Et puis, on a un axe fort aussi là, qui va être en lien direct avec le cas qu'on verra ensuite sur les plateformes digitales. Bon, là, on intervient beaucoup sur le cadrage amont de ces plateformes et pas mal en lien aussi avec des acteurs plus techno, par exemple comme Miracle, pour anticiper ensuite la suite de déploiement pour les clients. N'hésitez pas, comme le dit Guillaume, à poser vos questions aussi dans le chat. Nous, on les prendra en note et on se les garde en tête pour la fin de l'échange. C'est-à-dire quelqu'un veut lever la main pour interpeller directement nos consultants, n'hésitez pas et je vous donnerai aussi la parole. Voilà.
Merci. Donc, du coup, donc ça, c'était pour la présentation assez synthétique de PMP. Le but était donc, comme je le disais, d'aborder un cas concret d'une mission et qui se transforme en cas, en fait, d'entretien. Vas-y, je pense. Hop. Donc, comme je le disais, c'est une mission qui a été effectivement menée par PMP donc l'année dernière. On va s'intéresser à deux éléments stratégiques un petit peu clés qui ont été traités durant la mission et qui sont les questions qu'on posait effectivement en entretien. Et vous partager nous, la façon dont on abordera un petit peu la chose, on pourrait structurer la réponse en entretien. Donc, pour vous expliquer un petit peu le contexte de ce cas et de cette mission, donc c'était une mission qui était effectuée pour Decathlon. Donc, je pense que vous connaissez tous Decathlon, c'est l'une des marques préférées des Français, qui intervient donc un acteur retail qui distribue des équipements dans le sport via un réseau physique de magasins, donc qui compte environ 300 magasins en France, et un site e-commerce où on peut acheter tout type de produits. Donc, on a ces deux canaux qui traitent pratiquement tous les sports et plutôt qui distribuent, alors ça a varié en fonction du temps, il y a eu un peu d'aller-retour sur ça, mais qui distribue plutôt ses propres marques. Donc, il y avait ses propres produits de la marque Decathlon, de ses différentes marques, parce qu'il y a un certain nombre de marques. Voilà. Donc, ça fait 3,5 milliards de chiffre d'affaires, c'est une très grosse boîte, plus de 20 000 employés. Le sujet et le contexte dans lequel on est intervenu, c'est qu'on a, ça je pense que vous vous en doutez, mais donc une activité e-commerce, du canal e-commerce qui est de plus en plus prédominante dans le retail du sport et dans plein d'autres secteurs, mais donc notamment sur le créneau de Decathlon. On a une concurrence qui se met en place de ce qu'on appelle donc des marketplaces. On va voir ce dont on parle en détail et ce que veut dire une marketplace. On a eu, Decathlon avait fait l'acquisition notamment d'un acteur qui était une marketplace spécialisée sur le cyclisme et les activités outdoor notamment. Et donc, on avait finalement donc le COMEX et les principaux interlocuteurs qu'on avait chez Decathlon qui se posaient la question d'implémenter ou d'introduire un nouveau modèle plutôt marketplace, donc qui consiste finalement à ouvrir un peu son écosystème, mais se poser pas mal de questions sur la façon de prendre les choses, est-ce que c'était finalement une bonne idée, est-ce qu'il y avait des risques associés à tout ça, et c'est dans ce contexte-là que nous, on est intervenu pour cadrer et réfléchir à l'opportunité de cette finalement diversification stratégique en termes de distribution. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire une marketplace? Pour vous expliquer un tout petit peu, dans un modèle e-commerce traditionnel qui était le modèle existant du coup de Decathlon et de la plupart des acteurs du retail qui avaient un canal e-commerce ouvert, et on a tout simplement notre site internet avec Decathlon à gauche, mes clients à droite qui vont se connecter, qui vont commander leurs produits, qui sont les produits de Decathlon. Decathlon gère lui-même l'inventaire, gère lui-même la transaction, les commandes, le service après-vente, etc. Donc, à la main vraiment sur l'ensemble du parcours client, je dirais, et du produit en tant que tel. Derrière, le modèle marketplace, on est dans un modèle finalement où on a un troisième acteur. Donc, on a Decathlon qui devient une sorte d'opérateur, une sorte d'intermédiaire entre des marchands d'une part, donc c'est la partie violette, donc des marchands tiers, et les clients. Ce qui fait que demain, on va se retrouver avec des clients qui vont acheter des produits d'acteurs tiers, par exemple Nike ou Adidas, d'autres acteurs, par exemple du sport, qui mettraient leurs produits en vente sur la marketplace de Decathlon, donc finalement dans l'univers de Decathlon, dans l'écosystème de Decathlon, et Decathlon jouerait ce rôle d'intermédiaire entre des marchands tiers et des clients. Je pense que vous connaissez tous Amazon, qui est un peu l'acteur historique de la marketplace, d'abord qui était spécialisé dans l'édition, dans les livres, puis qui est devenu extrêmement généraliste. Donc, c'est un petit peu ce modèle-là où, en fait, on n'achète pas à Amazon directement, mais à plein d'acteurs tiers. Donc, ça, c'est un petit peu ce modèle. On se retrouve dans quelque chose d'assez proche des centres commerciaux, où finalement, le centre commercial héberge plein de marchands dans son centre commercial. Et donc, on a un modèle tripartite. Ça, c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionnerait. Sans rentrer trop dans les détails, mais je pense que vous comprenez l'idée.
du point de vue client, finalement, c'est se retrouver sur le site de Decathlon avec cette précision qui est vendue et expédiée par shoppingfactory.fr sur la veste qu'on voit ici. Sur la brassière, pareil, en bas à droite, Born Living Yoga. Donc, en fait, ce n'est pas obligatoirement vendu et expédié par Decathlon, mais par des acteurs tiers. Donc, du point de vue client, finalement, on est dans l'univers de Decathlon, mais on n'a pas que à faire à Decathlon en termes de produits. Voilà pour le contexte. Pour aborder du coup la première problématique, donc, comme je vous disais, le but est d'avoir deux problématiques différentes sur ce sujet-là. La question qu'on pose, qui est posée généralement en entretien, et on donne ces éléments de contexte que je viens de vous donner, alors pas obligatoirement avec les slides, etc., mais à l'oral, on explique un petit peu ce que c'est que la marketplace pour introduire. Et la question qu'on pose souvent aux candidats sur ce type de sujet, c'est de se dire que si demain on avait une réunion avec CEO Decathlon, etc., on voulait essayer de mettre en avant le projet de la marketplace, de montrer les bienfaits de la marketplace, on se poserait la question de finalement quelles sont les différentes sources de revenus associées à l'introduction de ce modèle marketplace. Donc, si demain on décidait Decathlon décidait de passer dans un modèle marketplace, d'introduire ce projet de marketplace, de s'ouvrir à des acteurs tiers, quelles seraient les différentes sources de revenus, en quoi cela représente une opportunité de revenus additionnels pour Decathlon. Dans le but, évidemment, de valider ou non, de voir l'opportunité de lancer ou non cette marketplace, quel est finalement l'intérêt pour Decathlon. Voilà. Donc, l'important là-dedans, c'est effectivement de se poser la question de comment on structurerait notre réponse pour essayer d'expliquer et d'identifier les différentes sources de revenus que pourrait générer un modèle marketplace. Donc, il n'y a pas obligatoirement de quantitatif là-dedans. Il y a des cas où on peut introduire du quanti, c'est-à-dire après rentrer dans certains chiffres, etc. Là, c'est plutôt une question d'identifier les sources de revenus et d'être capable de structurer la réponse autour de ça. Peut-être comme on est assez nombreux, on a là une vision assez descendante du cas et on vous le présente. Si vous voulez émettre des idées par le chat ou si quelqu'un veut prendre la parole, vraiment n'hésitez pas là-dessus avant qu'on passe à la suite. Peut-être une précision sur ce cas, c'est que c'est la question qu'on nous a posée aussi quand on a travaillé avec Decathlon. Donc pas exactement de cette manière-là, mais c'est la question clé à laquelle on a dû répondre sur ce projet. Je vois qu'il y a dans le chat, du coup, avant juste de passer à la réponse, peut-être pour vous laisser 2-3 minutes de réflexion si vous voulez. Je vois une première réponse de commission sur les ventes et de revente des données clients, donc de la data client. C'est intéressant. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées en plus de ces idées. Et après, du coup, ce qu'on peut faire, c'est vous proposer comment on structurait un petit peu la chose. Espace publicitaire qui est proposé. Par Dina, on a Thomas qui propose B2C, B2B et du cross-sell entre les deux. Effectivement, on peut avoir cette approche B2B2C qui est assez pertinente. Merci du coup aux quelques répondants. Il n'y a pas obligatoirement de bonnes réponses, en tout cas dans le cadre de la mission, évidemment. Le but était vraiment de rentrer dans le détail, mais dans le cadre d'un entretien, je pense qu'il y a un enjeu quand même de structuration, c'est-à-dire qu'on peut avoir pas mal d'idées et on voit que vous en avez qui viennent tout de suite. L'idée après, peut-être dans la réponse au cas et ce qui va être testé, à la fois de bien identifier de façon exhaustive, mais à la rigueur, le but n'est pas d'identifier 100% de ce qui pourrait être fait. Il y a peut-être d'autres idées, même au-delà de cette slide, mais bien d'avoir une approche quand même un peu structurée des différentes sources de revenus. Donc là, nous, on l'a structuré d'une façon qui est finalement un petit peu ce côté finalement B2C, B2B qui était mentionné dans le chat, c'est-à-dire les sources de revenus qui sont plutôt en lien avec les clients finaux et les sources de revenus qui vont être liées du coup à ces nouveaux acteurs tiers qui arrivent sur la plateforme Decathlon et qui n'étaient pas là hier.
Donc, du côté client, si je regarde le 1, le premier qui a été mentionné tout de suite par l'un d'entre vous, c'est évidemment d'aller prendre des commissions sur les produits qui sont vendus. Donc, on va avoir une première source de revenus qui est basique, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un produit vendu par un acteur tiers, je vais fixer un montant de commission qui va être prélevé. Moi, en tant qu'opérateur, en tant qu'hébergeur finalement de cette transaction, je vais aller prélever une commission là-dessus. Un deuxième point sur la partie client, mais j'y reviendrai après, qui est après l'introduction des services au-delà des produits. J'y reviens juste après. Sur la partie marchand, il y a un premier élément qui est finalement, on peut imaginer que les marchands qui du coup profitent du trafic du site internet de Decathlon, de l'ensemble des clients de Decathlon qui sont habitués à aller sur Decathlon pour acheter des articles de sport, d'être accueillis dans cet écosystème en tant qu'acteur tiers, ça a un prix. Donc, il y a différents modèles qu'on pourrait imaginer financiers. Souvent, ce qui est réalisé dans ce type de processus, c'est finalement d'avoir un fee mensuel ou annuel d'hébergement, c'est-à-dire en tant qu'acteur tiers, je paye X euros par mois, par an à Decathlon pour pouvoir vendre mes produits sur son site internet, sur sa plateforme. Donc ça, c'est une première source de revenus complètement nouvelle pour Decathlon, puisque du coup, il héberge de nouveaux acteurs tiers de la marketplace. En fonction du volume d'acteurs tiers que je pourrais avoir, c'est des sources de revenus additionnelles. Derrière le point 4, toujours auprès des marchands, des vendeurs tiers, on a un certain nombre de services, donc de revenus qu'on va pouvoir dégager, de services à leur apporter. Et c'est là qu'on peut être peut-être aussi un peu plus créatif. Donc, il y a pas mal de choses. Derrière, on peut imaginer de la visibilité. Donc là, ce qu'on met, c'est sur la partie média, qui est le premier bullet point, la visibilité, soit introduire un peu de publicité ou autre directement sur le site internet, en se disant que maintenant qu'ils vendent leurs produits, on peut les mettre en avant. On peut avoir des remontées, c'est-à-dire de certains produits, de certains vendeurs tiers qui vont payer pour remonter dans les fils d'actualité, pour être poussés auprès des clients, etc. Donc, au même titre qu'on pourrait le faire avec un produit de Decathlon, là, on pourrait le faire avec des vendeurs tiers. Ça a un coût également. Un autre point qui est important, c'est toute la partie logistique qu'il y a derrière. Decathlon a un réseau, on l'a vu, de 300 magasins, d'entrepôts, de livraison, etc. Tout ça, ça peut être mis à disposition d'un acteur tiers. Ce qu'il faut imaginer là-dedans, c'est qu'on va toucher à des acteurs peut-être qui sont très structurés, comme Nike ou Adidas, qui veulent aller toucher des clients Decathlon qui ne touchent pas demain. Mais on va probablement toucher aussi des acteurs beaucoup plus spécialisés, de niche, sur des sports dédiés. Alors, un spécialiste du golf qui a une grande boutique à Lyon et assez peu, finalement, de visibilité en dehors de Lyon ou peut-être un peu de site e-commerce. Là, on lui donne accès à quelque chose de beaucoup plus large. Est-ce qu'il a la logistique pour le gérer? On peut lui proposer un service additionnel sur lequel on pourrait générer des revenus et une marge additionnelle de logistique pour gérer tout ça. Dans la même veine, on peut imaginer un service client. Pareil, en prenant le même exemple, est-ce que cet acteur a le service client, c'est-à-dire la capacité de répondre au téléphone s'il y a un problème avec le produit, de renvoyer, etc. Tout ça, ça a un coût. Et donc, du coup, c'est une opportunité additionnelle pour Decathlon. L'exploitation de la data, ça avait été mentionné également dans le chat. En fait, en élargissant l'écosystème, on élargit à plein de vendeurs tiers. On va récupérer de la data sur le comportement des clients, par exemple de cet acteur de golf. On pourrait lui dire, par exemple, en fait, on remarque que les clients qui achètent vos produits achètent énormément d'un autre sport connexe et peut-être que lui, ça peut être intéressant d'aller se diversifier là-dessus. Donc, c'est de la data qui peut être hyper intéressante à exploiter, à revendre auprès de ces vendeurs tiers. Donc, il y a pas mal de panels de services qu'on peut imaginer comme ça auprès de ces marchands. Et donc, ils structurent en fait tous les revenus additionnels que je pourrais générer auprès d'eux. Pour revenir juste sur le point 2, côté client, sur les services, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, on a parlé beaucoup de produits. On imaginait beaucoup de produits, donc les produits Decathlon, les produits d'acteurs tiers. L'idée de s'ouvrir aussi à d'autres horizons, ça peut être s'ouvrir aussi à d'autres types de produits, voire de services, typiquement de services connexes dans le sport. Ça, c'est un point qui peut être assez intéressant pour Decathlon, c'est-à-dire de s'ouvrir à des vendeurs tiers qui vendent des services, typiquement location de terrain, de tennis, de foot, les clubs sportifs. Quand je vois que en fait, j'ai un client qui achète plein d'articles sportifs de foot ou autre, derrière, je peux lui pousser un abonnement à un club, une location de terrain d'Urban dans le coin, etc. Et donc, du coup, d'avoir des vendeurs tiers qui ne sont pas obligatoirement sur les produits, mais sur des services additionnels. Et donc ça peut être finalement élargir un petit peu la gamme de ce que Decathlon vendait hier. Ce n'est pas juste seulement élargir les vendeurs, c'est élargir
ce que je vends au-delà des produits, mais aller vers les services. Donc, c'est une opportunité additionnelle qui peut être intéressante et complémentaire pour Decathlon. Donc voilà comment on a structuré nous les différentes sources de revenus qu'on a identifiées. Encore une fois, je pense que l'enjeu n'est pas tant d'être ultra exhaustif, mais d'avoir cette vision un petit peu structurée dans l'approche et d'être capable de rapidement avoir ces deux visions côté client, B2C, côté marchand, et d'avoir quelques idées additionnelles au-delà de la commission qui est un peu le socle de base, de se dire je peux élargir à autre chose, soit d'autres services, soit d'autres acteurs, soit des services auprès des marchands, etc. en ayant quelques idées que vous avez eu d'ailleurs dans le chat d'ores et déjà. Ok. Alors, peut-être on va passer à la deuxième partie du cas, à la deuxième grande question. Donc, finalement, après avoir défini le modèle de revenu de la marketplace, donc vous avez défini ce modèle de revenu, vous allez voir le dirigeant de Decathlon qui, du coup, est convaincu du potentiel de ce modèle, qui veut se lancer, qui décide de se lancer. Pour autant, on sait qu'il n'y a pas de solution parfaite et qu'il y a forcément des risques qui vont être liés au lancement de cette marketplace. Donc là, la deuxième grande question qui va se poser, c'est une fois qu'on a défini le modèle, qu'on a décidé de se lancer, c'est quels sont les risques stratégiques qui pourraient être induits par le lancement d'une marketplace pour Decathlon. Et donc là-dessus, de la même manière, l'idée, ce serait d'identifier des premières réponses, de se dire voilà, quels pourraient être les risques potentiels et finalement comment je peux répondre à ces risques, les nuancer. On peut, si vous avez des idées, on peut aussi fonctionner par chat comme tout à l'heure. N'hésitez pas à mettre vos premières idées avant qu'on vous présente les points clés qui ressortaient de cette analyse. Alors, on a Thomas qui nous dit donc dilution de l'image de marque et cannibalisation. Baisse des ventes des produits Decathlon, donc ce qui rejoint l'idée de cannibalisation. Que l'un des marchands tiers se sépare de vous. Ok, je pense qu'on a déjà des bonnes réponses dans tout ça. Alors, difficulté technique à la mise en place et gestion de la marketplace. Oui, ça effectivement, c'est plutôt dans la mise en œuvre. Alors, je vais passer à la suite. Vous pouvez continuer à mettre vos idées, je pense que c'est intéressant. Alors, les deux gros points clés qui ressortent là-dessus en termes de risque, le premier, ça va être vraiment l'aspect cannibalisation. Et puis le deuxième, ça va être la gestion de l'impact sur l'image de marque Decathlon. Donc sur le premier point, c'est un des points que vous avez le plus vu. Voilà, là il y a encore Noman qui nous dit concurrence entre les produits de Decathlon et ceux des marchands. C'est le risque de cannibalisation en fait, des produits Decathlon avec le lancement de la marketplace. Pour autant, là-dessus, il y a beaucoup de points qui permettent quand même de nuancer cet aspect. Donc, le premier, ça va être déjà que dans la sélection des vendeurs, des partenaires, vous pouvez essayer de choisir des vendeurs qui auront des offres de produits complémentaires de vos offres Decathlon. Par exemple, vous pouvez aller chercher des vendeurs qui auront une offre très spécifique sur un sport que n'avait pas Decathlon jusqu'à présent. Vous pouvez aussi essayer de faire du cross-sell justement avec des produits Decathlon. Ensuite, du point de vue du client, il ne faut pas oublier que la marketplace, ça répond quand même au besoin premier qui est cette idée d'avoir ce one-stop shop où il pourra trouver toute l'offre qui répond à son besoin. Donc, vous répondez très clairement à un besoin très fort des clients. L'autre point sur le modèle de revenu, c'est de se dire qu'avoir une commission, même s'il y a ce risque de cannibalisation, ça vous apporte quand même du revenu et que c'est mieux que de ne pas en avoir. Et puis, un des points qui avait été souligné aussi dans les sources de revenus pour les vendeurs, ça va être cette exploitation de la donnée qui est très forte et qui prend le pas potentiellement sur un risque de cannibalisation. Donc, ça va être l'exploitation que va pouvoir faire Decathlon de la donnée qui va remonter à travers tous les vendeurs et puis ensuite le revenu qu'ils vont pouvoir tirer de cette exploitation pour les vendeurs tiers. Sur le deuxième point, sur l'image de marque,
Donc là, évidemment, vous travaillez avec des vendeurs tiers, donc il y a un risque de ne pas avoir des valeurs alignées, d'avoir une qualité de produit qui soit moindre par rapport à celle des produits Decathlon, d'avoir une qualité de service également qui ne soit pas forcément au rendez-vous. Là-dessus, pareil, vous pouvez mettre en place des modes de fonctionnement qui permettent de pallier ces risques. Donc déjà, dès la sélection des vendeurs, il faut mettre en place des critères de sélection pour avoir des niveaux de qualité de service minimum. Vous pouvez mettre en place des chartes que vont devoir respecter vos vendeurs, des modalités de contrôle aussi de qualité. Donc là, on a par exemple des systèmes de notation par les clients, mais vous pouvez mettre aussi en place d'autres contrôles de qualité, demander aux vendeurs de vous remonter des indicateurs qui vous permettent, vous, de mesurer le fait qu'ils sont bien en ligne avec vos objectifs. Et puis ensuite, vous avez toute la partie service qui, encore une fois, rejoint le modèle de revenu. C'est que vous allez pouvoir proposer tout un panel de services pour aider les vendeurs et finalement être sûr qu'ils soient au niveau de la marque Decathlon. Donc des services logistiques, des différents niveaux de service, par exemple, pour prendre en charge une partie du service client. OK. On arrive du coup au bout de ce cas. Ouais. Vas-y. Non, mais du coup, juste sur cette partie, donc effectivement, vous l'aviez tous évoqué un petit peu ces éléments-là. On avait la difficulté technique à la mise en place de la gestion de la marketplace, qui est effectivement d'autres éléments qu'on mentionne un petit peu moins là, qui est plus dans la mise en œuvre. Derrière, il y a pas mal de risques évidemment opérationnels à ce que tout se mette en place derrière. Là, du coup, toute cette partie de la mission et du cas, c'est très amont, donc c'est sur vraiment la partie stratégique, la partie marché, sur la partie business plan, etc. Donc création de valeur, donc plus qu'opérationnel, mais effectivement pourrait être mentionné finalement. Après, il y a des risques opérationnels au-delà des risques stratégiques amont qui sont identifiés. Et après, finalement, ce qu'on voit là-dessus, et ce qu'il faut savoir, c'est que Decathlon a fait le pain de cette marketplace. Si vous allez maintenant sur Decathlon, je crois que ça existe depuis assez peu de temps, est allé vers cette marketplace. On avait effectivement identifié un certain nombre de risques, dont cela. Parce que l'enjeu pour eux, que ce soit pour le 1 et le 2, c'était d'être capable de mettre en place les bons filtres ou les processus qui permettent de se retrouver avec un vendeur qui est en ligne avec nos valeurs, qui a le bon niveau d'accompagnement de Decathlon nécessaire ou non. On mentionnait tout à l'heure la boutique à Lyon qui n'a pas le service client qui va bien, la logistique. Alors oui, c'est une opportunité de création de valeur parce qu'on va lui offrir des services en plus, donc ça c'est intéressant. Après, si non à ces services, c'est un vrai risque que derrière, on ait une livraison qui soit de mauvaise qualité, etc. Et quand on a acheté sur Decathlon, c'est Decathlon derrière qui va en pâtir. Donc derrière, il y a un besoin quand même de se dire, il faut un certain niveau de qualité pour qu'il puisse lui-même prendre en charge, et sinon c'est Decathlon qui va prendre en charge. Donc, toutes ces décisions un petit peu de comment on design finalement le partenariat avec les vendeurs tiers, comment on filtre aussi en se disant je vais peut-être aller que sur des sports de niche où je vais avoir des experts où moi je ne suis pas capable d'y répondre, mais finalement derrière je vais avoir une vraie valeur ajoutée pour le client parce que ça va compléter et je ne suis pas du tout en train de canaliser mes produits qui sont peut-être un peu plus basiques sur ce sport où j'ai moins de l'expertise d'un certain sport en particulier. Et après, parfois, je réponds quand même, ce que disait Hélène, c'est qu'on répond à la demande client. Et il y a des vraies opportunités aussi à ça. La cannibalisation, alors on va prendre par exemple, du Decathlon, c'est plutôt moyen de gamme, etc., de façon générale, voire assez peu cher. Et derrière, compléter avec des choses qui sont beaucoup plus haut de gamme. Finalement, c'est une opportunité, quand je vends des chaussures de foot de très haute qualité, de vendre mes chaussettes Decathlon derrière. Et en fait, c'est peut-être finalement un gain de valeur derrière d'avoir ces vendeurs tiers, même si je vends également des chaussures, mais ils ne les auraient pas achetées chez moi de toute façon. Voilà, donc derrière, tout l'enjeu était de mettre en place la marketplace et le partenariat et les critères et les filtres qui vont bien pour que cette marketplace puisse être créatrice de valeur et nuancer l'ensemble de ces risques qu'on a évoqués. Et c'est ce qu'ils ont fait dans les faits. Vous pourrez aller voir. Alors, sans rentrer dans le détail, un dernier point sur ce sujet des marketplaces. Pourquoi on vous a présenté ce cas aussi? Donc, parce que ça fait partie des missions qu'on fait beaucoup sur la partie digitale et parce qu'en fait, c'est un sujet qui est vraiment au cœur des tendances e-commerce. Donc, les marketplaces, c'est vraiment ce qui tire la croissance du e-commerce et ce qui structure le e-commerce depuis plusieurs années.
sur la partie B2C, comme on a pu le voir avec Decathlon, mais il y a de plus en plus d'acteurs qui se lancent aussi dans le B2B. On a travaillé avec quelques acteurs sur le B2B, donc je ne pourrais pas forcément nommer ici. Et c'est un sujet qu'on retrouve dans tous les secteurs. Là, on le voit en bas, on l'a dans le retail, c'est l'exemple qu'on a vu, mais on peut l'avoir dans la partie plutôt tourisme, hospitalité, dans les transports, dans la mobilité, dans la food, dans la santé, dans la mode et puis même dans la partie plus habitat. Et c'est un sujet qui répond par ailleurs à un fort besoin des clients et des nouveaux usages digitaux. Je ne sais pas si tu veux compléter là-dessus. Non, mais enfin, voilà, c'est simplement pour conclure sur le fait que le modèle marketplace, c'est pas un cas particulier à Decathlon, etc. Ça concerne énormément d'acteurs. C'est effectivement, en fait, tous les acteurs, et pas que le retail, comme le disait Hélène, se posent la question. On l'a vu avant, il y a plein de façons de prendre le problème, et l'enjeu n'est pas de savoir juste oui ou non, mais finalement, c'est comment je fais pour garder mes axes stratégiques et donc le faire au bon niveau. Et donc, il y a une vraie réflexion stratégique à moi à avoir. Et nous, c'est typiquement là-dessus qu'on intervient. On accompagne d'autres acteurs du retail ou autres que Decathlon dans la réflexion sur leur marketplace avant qu'ils se lancent. Et finalement, si on résume un petit peu, ça reste des plateformes d'agrégation d'acteurs. Donc, c'est de l'agrégation finalement d'acteurs tiers. Et donc, c'est applicable à énormément de secteurs d'activité et on a eu plein de nouveaux acteurs qui soient directement des marketplaces dont l'enjeu était simplement de rassembler en fait plein de vendeurs tiers sur une plateforme en tant que telle. Et tous les acteurs traditionnels du e-commerce sont en train aussi de basculer vers ce modèle-là, enfin en tout cas une grande partie. Voilà, c'est un des sujets clés du moment qu'on a dans la praxis digitale, c'est pour ça qu'on voulait l'aborder ici. Et je crois qu'on a terminé. Oui. Merci beaucoup Alexandre et Hélène. On a une question, Thibaut. La tendance e-commerce est-elle accentuée uniquement avec le Covid? Yes. Alors, en fait, ce qu'on a tendance à voir, c'est que je pense que, enfin, en tout cas, c'est la tendance à la marketplace, ou en tout cas le fait qu'on voit un petit peu ce modèle e-commerce un peu traditionnel basculer vers une ouverture de l'écosystème aux vendeurs tiers, c'est-à-dire aller vers un modèle marketplace, c'est quelque chose qui était déjà là avant le Covid, c'est net. C'est des acteurs, enfin, quand je citais Amazon, qui est un acteur historique qui est vraiment le côté la marketplace par excellence, c'est beaucoup de vendeurs tiers. C'est beaucoup plus vieux que le Covid. On en a eu plein qui ont été introduits dans les années 2010 ou autres, donc bien avant. Pour autant, effectivement, et c'est valable dans plein de sujets, enfin, d'appréciation des usages, on a souvent ce qu'on voit, c'est que le Covid a été un facteur accélérateur de ces modèles-là, souvent parce qu'on va avoir une accélération du modèle e-commerce en tant que tel, des usages digitaux, que ce soit sur la partie food, parce qu'on était contraint à beaucoup plus sur ce type d'acteurs qui sont finalement des marketplaces de la food, etc. Parce qu'on va acheter beaucoup plus ce qui était habituel en physique, aller beaucoup jouer sur l'e-commerce. Donc, cette accélération du e-commerce a poussé à se dire finalement, je dois aussi remettre en question ce que je faisais hier dans mes magasins. Souvent, en Decathlon, on avait des magasins, on avait des produits Nike, enfin, je ne sais pas si on avait des produits d'acteurs tiers en physique. La question se pose naturellement de se dire finalement, alors que le digital est en train de grignoter de plus en plus mon modèle physique, est-ce que ce modèle-là d'ouverture de l'écosystème se pose pas? Et donc, le Covid est souvent un facteur accélérateur des tendances et des usages, plus que créateur en tant que tel, je dirais. Et c'est souvent ce qu'on observe même sur d'autres types d'usages, que ce soit dans les télécoms, Internet, etc. Il y a plein de choses qui sont pas nouvelles, pour autant qui ont été énormément accélérées par le Covid et des besoins qui sont accentués et donc du coup qui forcent ces acteurs à peut-être se poser la question un petit peu plus rapidement que prévu et à changer un petit peu leur BP post-Covid. Oui. Je sais pas si ça répond à la question. Merci Alexandre, c'est très clair. Alors, je laisse les étudiants réagir s'il y a d'autres questions en lien avec l'étude de cas. Pour ouvrir la session Q&A, je pense qu'on peut peut-être aborder les process de recrutement chez PMP. Est-ce que vous pouvez nous indiquer les critères de recrutement du cabinet et comment se déroulent les process à la fois pour les analystes en CDI et peut-être pour les stagiaires si vous en recrutez régulièrement? Oui, bien sûr. Peut-être Raphaël, on passe ta parole là-dessus. Oui, on est sur un process assez classique d'un cabinet de conseil en stratégie. On est sur 4 à 5 entretiens
pour un poste en CDI de consultant junior. Pour un analyste, donc stagiaire, on est plutôt sur 3 entretiens. Vous avez systématiquement une étude de cas pour le grade de stagiaire, mais au moins 2 études de cas pour le grade, pour un CDI, un consultant junior. En général, c'est un case qui a un lien avec le pôle dans lequel vous êtes en process. Voilà, on essaye de vous faire rencontrer plusieurs grades. Consultant senior, vous voyez au moins un associé du pôle. Après le 3e entretien, on essaye de vous faire rencontrer aussi une personne d'un autre pôle, donc un entretien qui va être plutôt informel. Et puis dans le process, alors ça fait beaucoup de choses, mais dans le process, vous rencontrez de toute façon aussi un manager ou un directeur associé d'un autre pôle, pour que vous ayez un peu une vision plus globale et pas seulement celle du pôle dans lequel vous êtes en process. Peut-être un petit complément par rapport à ce qu'Alexandre et Hélène ont dit tout à l'heure. Vous indiquez que vous entrez en process dans un pôle en général. Alors, vous pouvez demander à avoir des échanges avec 2 pôles, puisque votre projet n'est pas forcément complètement très clair quand vous intégrez quand vous entrez en process. Il faudra quand même assez rapidement vous orienter vers un pôle ou vers un autre. Et j'ai envie de dire que rien n'est figé dans le temps. C'est-à-dire que oui, vous allez faire l'essentiel de vos missions dans le pôle dans lequel vous serez rattaché, mais vous serez amené à faire des missions dans d'autres pôles. Et puis, vous pouvez vous demander votre mobilité de manière plus pérenne dans un autre pôle, voire dans un autre bureau à l'étranger. Alors, c'est plus compliqué pour Londres en raison des... Là, on a eu un message assez récemment. Voilà, avec le Brexit, c'est plus compliqué d'avoir une mobilité sur Londres. Mais dans les autres pays, y compris le Canada, quand vous êtes passé par le bureau parisien, on a des consultants qui partent, certains restent, puis d'autres reviennent à Paris. Là-dessus, on a une question. Est-ce que PMP accepte des candidatures d'anciens auditeurs? Oui. Alors, je dirais plutôt pour une position de consultant junior, si vous avez fait toute votre carrière dans l'audit et vous postulez sur un grade de consultant senior, non. Il faut quand même avoir une consultant senior. On vous demande de connaître le métier qui n'est pas tout à fait le même dans l'audit et dans le conseil en stratégie. Mais si vous avez une expérience en audit et puis vous avez fait des stages, je dirais même, on intègre des consultants qui ont fait assez peu, voire pas, de stages dans le conseil, mais qui ont fait de l'audit ou qui ont fait, par exemple, dans le pôle retail, qui ont travaillé dans le retail, dans des enseignes du luxe ou de la grande distribution. Et en tout cas, on les intègre dans le process. Alors, je n'ai pas une visibilité là sur le recrutement in fine, mais toute expérience... on est assez large sur le niveau des expériences en stage. C'est vrai que les stages, c'est aussi fait pour vous, pour vous découvrir des secteurs, et votre projet n'est pas complètement clair quand vous commencez, quand vous êtes en études et que vous réalisez des stages dans des domaines assez variés. J'ai fait, pour ma part, j'ai fait KPMG en audit en stage avant. Oui, moi, je n'avais pas fait du tout de conseil ni de stage en lien avec nécessairement le digital. Donc, il n'y a pas de règle quand vous postulez en stage ou en consultant junior. On ne vous demande pas d'avoir une expérience en conseil ou une expérience en lien nécessairement avec l'expertise du pôle que vous souhaitez rejoindre. Effectivement, si vous avez une appétence, c'est un plus. Si vous avez l'envie, c'est mieux. Mais on ne vous demande pas d'arriver avec une expertise. On a d'autres questions. Juste préciser un point sur les études de cas, parce que comme le disait Raphaël, c'est au moins 2 études de cas. Généralement, vous pouvez avoir en fait une étude de cas quasiment à chaque entretien, pour vous préciser. Et sur les études de cas, ça va être très dépendant de la personne que vous avez en face de vous. On fait très souvent des études, des cases qui correspondent à des missions qu'on a faites. Ça peut être plus ou moins quanti. Il n'y a pas de règle en fonction des différents tours sur le type de cas que vous aurez.
Et c'est intégré dans l'entretien qui dure en moyenne 1 heure. Hein, c'est à peu près 20-25 minutes. C'est ça. Et c'est assez classique. Il y a une partie de fit et puis ensuite un cas. Oui, Guillaume. Merci à tous les trois. On a plusieurs questions à la fois dans le questionnaire et dans le chat. Alors, je vais essayer de les trier. Et tant qu'on est sur le recrutement, on va y rester. Une question dans la questionnaire. Doit-on envoyer une lettre de motivation? J'imagine que oui. Un mail. Alors, honnêtement, on ne vous demande pas systématiquement d'envoyer une lettre de motivation, mais au moins un mail de motivation. Et en fait, il faut vous mettre à la place de la personne qui va recevoir votre CV. La lettre de motivation ou le mail, pour nous, recruteurs, ça nous aide à comprendre où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, quel est votre projet. Et ce qui vous intéresse aussi chez PMP. Et éviter, hier, je faisais un tri de CV et on avait un candidat qui rêvait de rejoindre KEA Partners. Donc, je lui ai souhaité bonne chance voilà, éviter le copier-coller. Voilà, et simplement exprimer, mais c'est pas forcément une lettre dans le mail. C'est même plus pratique pour nous de lire le mail que de cliquer sur ouvrir la pièce jointe, lettre de motivation, d'expliquer voilà, ce qui vous intéresse chez PMP et pourquoi vous avez envie de rejoindre le cabinet. Merci Raphaël. Une question sur les recrutements de septembre. Pour un début de stage en septembre, on doit postuler quand? Maintenant. C'est jamais trop tôt chez PMP. Hein. Vous auriez pu postuler il y a 2 mois aussi. Hein. On n'a pas de période. En fait, PMP, c'est un cabinet qui recrute toute l'année. Il n'y a pas de promo de recrutement. Merci. Oui, pour septembre, c'est maintenant. Ouais. Une question dans le chat sur l'école. Pour entrer chez PMP, faut-il avoir fait obligatoirement une école de commerce de rang A? Alors, bon, je ne sais pas forcément ce qu'on met dans le rang A, mais peut-être, Raphaël, si vous pouvez donner un peu plus d'éléments sur le périmètre des écoles dans lesquelles vous recrutez habituellement vos stagiaires ou vos consultants juniors. École de commerce, école d'ingénieur. Alors, la question était école de commerce, mais peut-être élargir, effectivement. Ouais. Alors, on privilégie des étudiants qui ont fait une prépa, donc école de commerce post-prépa, et on est plutôt sur le top 5-6 des écoles de commerce. École d'ingénieur, c'est un peu plus ouvert. Et puis après, il n'y a pas de parcours linéaire. On a aussi pas mal de consultants qui ont fait des écoles comme Sciences Po, qui ont fait Dauphine, des écoles aussi à l'étranger, en vrac, hein, ça peut être HEC Montréal, King's College, ça peut être Polytechnique Lausanne, enfin voilà, il y a Bocconi. Mais c'est vrai qu'on privilégie quand même une formation initiale sélective, hein, que ce soit une prépa ou une école une business school ou une école d'ingénieur. Et puis, voilà, certains ont fait des masters spécialisés après sur différents domaines. Et, voilà. Mais on ne recrute clairement pas d'école de commerce post-bac, en tout cas sur le grade de consultant junior. Après, une personne qui a plus de seniorité, qui a développé une expertise, voilà, ça peut nous intéresser aussi, et il nous arrive fréquemment de recruter des personnes plus seniors qui n'ont pas forcément une formation initiale aussi sélective que celle qu'on décide pour les consultants juniors et les stagiaires. Je vois d'autres questions dans le chat. Je peux les prendre à voler. Enfin, je les prends dans le désordre, mais du coup, si on postule pour un peu le premier tour, est-ce qu'au deuxième tour, on a un cas en rapport avec ce pôle? Pas forcément. Peut-être sur les pôles. Donc, effectivement, enfin, sur ça, ce que disait Raphaël, et c'est important qu'on soit aussi clair là-dessus. C'est effectivement l'enjeu à la fin en termes de recrutement, c'est plutôt de rejoindre une équipe, un pôle, etc. Pour autant, il n'y a pas un besoin absolu d'arriver au premier tour en sachant exactement ce qu'on veut faire, etc. Et honnêtement,
hyper logique d'être attiré par peut-être plusieurs pôles, plus ou moins, d'avoir quelques appétences, mais sans être sûr. Ça, il n'y a aucun souci pour ça. On peut d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit généralement plusieurs pôles, voilà, juste en fonction de nos attirances et autres. Les cas, ça dépend, je pense, des managers, des seniors, des associés qui font passer les cas. On aime bien avoir des cas qui sont en lien avec les missions qu'on effectue. Donc, de fait, on va peut-être retomber sur des missions qui sont liées au pôle dans lequel on est dans le process. Ça peut être des cas qui sont finalement liés à d'autres secteurs d'activité ou des cas plus, on va dire, plus d'écoles classiques et donc moins liés. Donc, c'est assez variable et en fonction des managers qui ont quand même un peu de liberté sur ce qu'ils veulent tester là-dessus. Donc, ce n'est pas forcément un rapport avec le pôle, mais ça l'est dans beaucoup de situations. Et là-dessus, si vous êtes intéressé par un pôle dès le début, vous pouvez le dire quand vous postulez. Et après, au fil des entretiens, on va vous orienter en fonction de votre profil, en fonction des envies que vous exprimez, vers des personnes de différents pôles. Et si vous voulez si vous hésitez entre deux pôles, ça peut tout à fait se faire. Là, récemment, on a eu un candidat qui arrive en stage, qui était intéressé par deux pôles. Il va être rattaché à un parce que, en termes d'organisation d'équipe, c'est mieux d'avoir quand même une équipe structurée, de gérer son staffing comme ça. Mais on sait qu'il était intéressé par un autre et donc il sera quand même à cheval entre les deux. Donc, ça peut tout à fait se faire. Peut-être en complément pour préparer vos entretiens, c'est de bien aller fouiller dans le site du cabinet. Il est très riche en infos c'est toujours... D'abord, ça vous donnera une bonne visibilité du type de mission sur lesquelles PMP intervient. Et puis, comment dire, ça montre aussi votre intérêt pour le cabinet. On a toujours envie que ce ne soit pas PMP un cabinet parmi d'autres, mais que vous ayez vraiment envie de rejoindre le projet du cabinet, quoi. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est valable pour tous les process que vous entamerez dans n'importe quel type d'entreprise. Prenez le temps de vous renseigner sur les entreprises dans lesquelles vous passez des entretiens. Il y a une question sur le quanti. Pareil, je les prends un peu au hasard, mais donc du coup, est-ce qu'on a des conseils sur la préparation au niveau quanti? Effectivement, nous, là, par exemple, dans le cas qu'on a abordé, alors le format du jour s'y prête pas. Donc, on n'a pas fait du quanti, c'était plutôt des éléments un peu quali, de se dire, voilà, source de revenus, risque, etc., évoluer des choses, structurer une problématique. On teste pratiquement systématiquement ou normalement du quanti dans au moins un des cas, voire plusieurs cas. Donc, il y a effectivement une dimension quantique qui arrive souvent. Ce n'est pas obligatoirement du quanti très, très savant. C'est simplement, je pense, avoir tester un petit peu la capacité à être à l'aise avec les chiffres, etc. Le mieux, j'aurais tendance à dire, c'est de s'entraîner à en faire. Et après, dans les faits, le but n'est pas tant d'être le pro du calcul mental en 2 secondes, mais de prendre le temps aussi de faire les calculs, c'est-à-dire le conseil que j'aurais moi, c'est je préfère quelqu'un qui prend plus de temps pour faire les calculs, mais qui avance à son rythme et correctement et en atterrissant sur les bons éléments que quelqu'un qui se précipite un petit peu et du coup qui se trompe et donc du coup c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et après sur les chiffres, ce qu'on teste aussi là-dessus, c'est quand on fait nos calculs, parfois on se trompe, mais en fonction de si on parle n'importe quoi des chiffres d'affaires d'une entreprise, des revenus atypiquement, etc. Souvent, quand on se trompe, c'est souvent d'une virgule en fait, ou d'un zéro. Et souvent, l'ordre de grandeur nous donne des indications un petit peu sur la cohérence de ce qu'on est en train de faire. Et donc, finalement, quand on se trompe et qu'on se dit ça me paraît un petit peu incohérent, je vais retourner en arrière. Pour moi, c'est typiquement le genre de comportement qui montre juste la prise de recul et la capacité à gérer un petit peu ces erreurs qui sont des erreurs d'inattention. Voilà. Je complète rapidement la réponse d'Alexandre. Nous, on a sur la plateforme TrainingView 80 études de cas corrigées pour le moment. Et dans chaque étude de cas, vous retrouvez une question numérique, donc des éléments quanti. Alors, bien sûr, si vous souhaitez vous aider avec ça et vous mettre au niveau sur ce type de questions, n'hésitez pas à y aller. Et je vais mettre dans le chat là, juste après, un petit code coupon qui vous permettra de bénéficier de 20% de réduction jusqu'à demain soir sur nos packs en conseil en stratégie. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Juste pour vous rassurer aussi là-dessus, l'idée c'est de tester le quanti, mais pas de vous déstabiliser. Donc oui, comme disait Alexandre, on va tester, on ne va pas vous mettre sous pression pour faire un calcul mental en 10 secondes et avoir le résultat exact à 3 chiffres derrière la virgule dessus. On recrute des stagiaires en seconde partie de césure, également en première partie de césure. C'est plus rare, honnêtement, on a plus tendance à prendre
des candidats qui ont au moins une expérience professionnelle, donc un premier stage, etc. Mais donc, des stagiaires en seconde partie de séjour, oui, voire même première partie de séjour. Combien de stagiaires sont recrutés chaque année? Alors, ça dépend, mais j'aurais dit, on essaye d'avoir une dizaine de stagiaires en permanence, donc en parallèle. Et comme le disait Raphaël, on n'a pas obligatoirement des promos. Donc, en fait, ça peut. Honnêtement, on est assez flexible sur les dates d'arrivée des stagiaires, etc., en fonction de si vous voulez prendre des congés, en fonction de la fin de vos études, vos masters, etc. L'été, le cabinet est fermé 2 semaines. Donc, voilà, quelqu'un qui a envie de faire sa deuxième partie de séjour, moi, je vois en fonction des écoles, ça varie, mais c'est plutôt soit, du coup, une arrivée au plus tard début juillet, soit plutôt 1er septembre. Mais ça n'a pas beaucoup de sens de vous faire venir fin juillet, vous mettre en vacances et puis redémarrer mi-août. Sur l'étranger et les bureaux, c'est une question en lien avec ça. Le mieux, c'est quand même, si vous avez une ambition de postuler pour un bureau qui n'est pas celui de Paris, je pense que faut être assez clair dès le début là-dessus et c'est simplement pour qu'on puisse vous rediriger vers les bonnes personnes, c'est-à-dire des bureaux canadiens, marocains. Casablanca recrute un stagiaire en ce moment. S'il y a des... Ouais. Il y a des recrutements dans les bureaux, vous pouvez l'évoquer. Si c'est plus l'idée d'avoir de la mobilité, mais d'être à Paris, mais d'avoir des genres de mobilité, vous pouvez le partager aussi. Voilà, mais si c'est une vraie, c'est-à-dire pour commencer à Casa, commencer à Bruxelles, etc., c'est possible. Et oui, les process sont les mêmes. Et d'ailleurs, vous pouvez être amené à rencontrer aussi des associés qui sont plutôt à Paris pour un recrutement à Casa ou à Bruxelles. Voilà. Alors, il y a une question. On n'a pas de bureau en Côte d'Ivoire, mais on a fait des missions en Côte d'Ivoire avec le bureau MENA. Juste sur les bureaux, précision pour Londres. Et ce que disait Raphaël aussi au début, là, vous pouvez postuler si, par exemple, vous êtes encore étudiant et que vous êtes à Londres et que vous êtes encore à Londres, vous pouvez postuler au bureau. Si vous êtes rentré en France, pour l'instant, c'est beaucoup plus compliqué. On a Yasmine qui a levé la main. Peut-être. Pardon. Elle a une question. Peut-être qu'elle peut avoir. Yasmine, tu peux la poser. Tu peux ouvrir ton micro si tu souhaites parler. Non, Yasmine, c'était une erreur. Bon, du coup, Alexandre, je te laisse continuer. Désolé. Yasmine, n'hésitez pas à m'interrompre si le micro se réactive. Mais donc, Elisa qui disait, est-ce que les langues sont évaluées pendant l'entretien? J'ai envie de dire oui. L'anglais, oui. Enfin, la plupart des entretiens sont en français. L'objectif, nous, c'est que dans le process, on ait l'anglais qui soit évalué. Alors, pas à chaque tour. Généralement, on essaie plutôt qu'il y ait un des tours où l'anglais est testé, pas obligatoirement pendant l'ensemble de l'entretien. Par exemple, ça peut être la partie fit, une des parties cas, ou ça va être un moment juste pour le tester. Donc voilà, c'est pas des entretiens 100% en anglais, 100% du process. Il n'y a pas de test. Je sais que dans d'autres entreprises ou autres, il peut y avoir des tests séparés sur la langue, etc. Donc c'est plutôt pendant l'entretien où ça va être testé. Juste de s'assurer que, normalement, de par vos parcours, la plupart du temps, on a pas mal d'assurance là-dessus, mais juste de tester que vous êtes un minimum à l'aise en anglais. Parce qu'on travaille pas mal aussi en anglais. On l'a vu, on a nos bureaux à l'étranger, mais ça, on l'a pas trop évoqué, mais on a énormément de missions qui sont dans des pays. La Côte d'Ivoire est un exemple, mais même en Europe ou autre, en Europe de l'Est, en Espagne, aux États-Unis, d'autres missions qui sont gérées par nos bureaux et pas sans obligatoirement de présence locale de nos consultants. Ou même en France, on travaille parfois avec des acteurs pour lesquels on est en anglais. Oui, tout à fait. Ça, c'est accéléré par le Covid, puisqu'on travaille à distance. Peut-être, je rajouterais, PMP organise régulièrement des entraînements d'études de cas donc, au sein du cabinet. Il y en a une demain, donc si certains ont envie de venir nous rencontrer, donc il y a une présentation d'un case comme ça. C'est un travail en petit groupe et c'est suivi d'un cocktail avec peut-être ce qui est assez sympa, avec des échanges informels de personnes du cabinet. Donc, ça va des stagiaires, consultants juniors, associés, directeurs associés, managers. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous avez mon adresse email, vous pouvez m'envoyer un email aujourd'hui. C'est encore temps. Je pense qu'on va arrêter là. On n'a peut-être pas répondu à toutes les questions, donc désolé. J'en vois une dernière, mais sur des expériences liées à certains pôles sans avoir été consultant et c'est un atout, oui, évidemment. Enfin, les expériences, si vous êtes capable de mettre en avant des expériences qui peuvent vous servir en tant que consultant au sein d'un pôle,
Je pense qu'effectivement, c'est un avantage. Et les qualités ou ce qu'on regarde en priorité, parce que les deux questions liées à ça, je pense que il y a quand même une importance hyper importante sur le fit, sur la capacité à être aligné un petit peu avec les valeurs PMP. Mais donc, il y a toute une partie sur le fit, c'est pas que le cas du tout. Ça, c'est très important et il ne faut pas le sous-estimer aussi, cette partie-là. Et après, il y a toute la partie avoir une capacité d'analyse, donc c'est des qualités un peu analytiques. On a évoqué le quanti, mais encore une fois, le but n'est pas de déstabiliser, comme disait Hélène. La capacité à structurer une problématique, la capacité à avoir un peu de business sense, à prendre un petit peu de recul, à poser des questions. En fait, c'est d'avoir un échange finalement sur une situation business, sans avoir obligatoirement la connaissance d'un secteur, d'une entreprise, etc., mais d'avoir le recul pour poser les bonnes questions, pour essayer d'avancer, de réfléchir. Voilà. C'est plus ce type d'éléments qui sont testés, je pense, en entretien. Sur CV, lettre de motivation, là, il y a une dernière question. En anglais ou en français ou les deux. Si vous postulez à Paris, vous pouvez envoyer en anglais ou en français. Si vous postulez, évidemment, pour un bureau étranger, plutôt en anglais ou dans la langue du pays. Très bien. Écoutez, peut-être, je ne sais pas, Alexandre, Hélène, si on clôture maintenant ou si vous avez encore quelques minutes pour prendre des questions. Sinon, Tac. J'ai l'impression qu'on est pas mal sur les questions. Oui, on a fait un petit tour. En tout cas, merci à vous trois pour le temps que vous avez pris pour animer ce webinaire. Ça a été très utile en tout cas. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette session. Moi, il me reste déjà à vous remercier au nom de Training New. Et puis, si vous avez le mot de la fin à mentionner, je vous laisse. Non, nous, on a un message qui est que déjà, n'hésitez pas à nous recontacter ou à contacter si vous avez d'autres questions, c'est-à-dire que ce soit sur une ou autre. Et puis, si ça ne répond pas, tentez quelqu'un d'autre. Il y a une adresse mail qui s'affiche à l'écran, donc c'est celle de Raphaël Cotella, qui est en charge du recrutement. Donc, ça peut être pour des questions, ça peut être pour postuler. Et on le répète, mais en tout cas, la période, ça n'a pas toujours été le cas et les dernières années et autres. La période, en tout cas chez PMP, l'activité est assez soutenue, donc la période est plutôt propice pour postuler. Donc, n'hésitez pas, y compris si vous avez des doutes, parce qu'on notait un certain nombre de doutes sur l'expérience, l'école cible, le stage, l'année de césure, etc. Honnêtement, on n'est pas une entreprise démesurément grande avec des processus hyper cloisonnés. Donc, on est aussi ouvert à toutes les candidatures et on analyse tous les CV qu'on reçoit et on est ouvert à toutes les questions, etc. Et on recrute beaucoup pour les bureaux et à tous les grades. Donc, voilà, n'hésitez pas du tout à envoyer votre candidature. Merci Alexandre, merci Hélène, merci Raphaël. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette conférence. N'hésitez pas à suivre la page LinkedIn Training New pour être au courant des prochains webinaires et des actus de Training New et aussi en conseil ou en finance, ça vous intéresse. Et puis, n'hésitez pas à utiliser TY PMP jusqu'à demain soir pour commencer ou booster votre préparation avec notre plateforme. Un grand merci à tous. Bonne journée. Merci Guillaume, merci à tous. Bonne journée.